bon. J'ai l'impression que le mois de juin a été un peu plus light. Mais après, j'ai aussi la sensation d'être passé un peu à côté de pas mal de films. Donc ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'il me semble être un peu plus léger. En tout cas, il y a quand même pas mal de longs métrages à traiter. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de passer en revue les quelques films que nous avons loupés durant ce mois de juin 2024. Rire avec la prison, cela semble très compliqué, n'est-ce pas? Il est indéniable que de nombreux auteurs aiment rire de beaucoup de choses, et surtout aiment détourner de leur base un pitch qui pourrait sonner comme classique et convenu pour offrir au spectateur un ensemble plus surprenant, plus étonnant, plus déroutant également, pour notre plus grand bonheur finalement. Thomas et Dominique Lemoine se jouent d'une histoire vraie de dingue, comme ils le disent si bien, avec La Gardave. Une comédie assez déjantée et amusante qui se joue des codes et des facilités des étiquettes que l'on se colle chaque jour, le temps d'une comédie qui tient à peu près la route, mais qui rapidement sonne comme un peu trop longue pour sa proposition de base, se résumant à une bonne rigolade pendant 1 heure, avant de sonner comme redondante et comme assez convenue dans sa deuxième partie, pouvant alors laisser de marbre les quelques spectateurs qui n'adhéraient pas du tout au délire à la base. Il faut surtout reconnaître que l'indéniable charisme en acteur loser de Thomas Lemoine donne énormément de forme à cette comédie, l'acteur se donnant à fond pour passer pour le personnage tête à claque impérial, pour une prestation surprenante et détonnante dans son genre. Cela fait rire, même s'il faut bien avouer que vers la fin on s'en lasse tout de même un petit peu. Il n'est jamais simple de jouer, en tout cas au cinéma, avec un mythe. Un mythe dans le sens le plus pur et le plus direct du terme. Certains auteurs aimant en prendre la source même pour la détourner de son image auprès du grand public, et d'autres préférant revenir à son origine pour essayer de questionner sa place dans notre société et surtout notre ressenti face à celui-ci aujourd'hui. Céline Rouzet reprend avec un certain brio les codes d'un cinéma de genre étonnant au cœur de En attendant la nuit. Drame romantique et fantastique qui joue énormément sur une créature mythique du cinéma pour essayer de la mettre en perspective par rapport à la découverte de l'âge adulte d'un jeune adolescent enfermé dans une condition pour une œuvre forte, certes assez classique dans la base de son scénario et dans la structure de son récit, mais offrant tout de même une mise en scène très inspirée qui donne lieu à un film à ambiance maîtrisée par son auteur et emmené par une vraie envie de questionner ce personnage. Personnage magnifiquement campé par le jeune Mathias Legout Hamon, tout simplement merveilleux dans le rôle de Philémon, l'acteur délivrant une prestation tout à fleur de peau pour un protagoniste qu'il aurait pu rendre plus linéaire, mais qu'il rend extrêmement complexe et beau surtout. Un étonnant film de genre, mais qui marche très bien. Que retenir d'une réalité qui terrifie ? En prenant la réalité comme fond, on peut vite sombrer dans une peinture cinématographique du monde qui semble terne, ou si ce n'est terne, qui donne la sensation de ne pas proposer grand chose de concret ou de fort au spectateur, seulement une vague évocation de ce que l'histoire peut laisser après son passage. Ritipan a choisi de prendre le Cambodge comme toile de fond de Rendez-vous avec Pol Pot, moment de cinéma cherchant tout aussi bien à sonner comme une chronique d'époque, basée sur le travail de la journaliste de guerre Elizabeth Baker, le temps d'un moment de 7e art étant aussi fascinant visuellement qu'assez vague et flou narrativement, le cinéaste cambodgien ne parvenant pas forcément à rendre justement le sentiment profond de malaise de ces journalistes coincés dans un pays en plein chaos, cherchant plus à offrir une expérimentation cinématographique qu'une aventure dramatique, offrant tout de même de jolis moments de brio visuel avec ses séquences en animation, mais n'allant pas forcément beaucoup plus loin malheureusement. Mais le trio de tête, formé par Gay, Colin et Jacob, fonctionne assez bien, Gay et Colin étant particulièrement impressionnants, Jacob ayant tout de même un peu de mal à sonner comme parfaitement crédible durant quelques scènes, mais offrant tout de même une prestation imposante. Un voyage étrange et assez maladroit, mais qui fonctionne plutôt bien dans sa forme. Il n'est clairement jamais simple de proposer au spectateur un cinéma qui soit différent. Un cinéma qui ne soit pas linéaire, qui ne soit pas didactique ou simplement un cinéma qui joue avec de nombreux codes, avec de nouvelles possibilités et de nouvelles idées qui portent donc sa base cinématographique et qui donnent parfois lieu à des objets surprenants ou parfois plus déroutants et troublants. Léos Carax a décidé de nous offrir un projet d'art assez étonnant, un projet qui remonte à plusieurs années qu'il avait imaginé pour le Centre Pompidou et qui donne lieu à ce « C'est pas moi ». Œuvre cherchant tout aussi bien à synthétiser avec des images et du son le travail du metteur en scène, assez unique et fou au sein de notre 7e art, mais surtout
tout cherchant à faire un bilan sur l'idée même que l'on se fait du cinéma de Carax, une idée parfois arrêtée, mais souvent juste par rapport à ce que l'auteur veut faire avec le cinéma, le déconstruire, le réinventer, quitte à parfois aller très loin. Cela passe ici par un fantastique travail de montage qui peut dérouter par la forme qu'il prend, très anarchique et parfois proche d'un des pires moments d'un certain Jean-Luc Godard, mais vu que le cinéma s'interroge par cela, on peut dire qu'il réussit tout de même un pari que peu d'auteurs peuvent se vanter d'avoir réussi. Une surprenante introspection qui fonctionne assez bien sur grand écran. Encore une fois, typiquement le genre de projet d'adaptation de manga qui m'intrigue fortement. Comme souvent avec ces projets, je suis le premier à me demander d'où vient le succès, et surtout d'où vient l'engouement pour une arrivée de ceux-ci dans nos salles de cinéma, mais je suis également le premier à être curieux et à me ruer dans une salle pour voir ce que cela pourrait avoir à m'offrir. Suzumu Mitsunaka porte donc le travail de Furudate avec ce Haikyuu, la guerre des poubelles, épopée assez folle et terriblement intense autour d'un duel au sommet entre deux équipes de volley qui possède un peu la même fougue que j'avais pu ressentir devant The First Slam Dunk, mais dans un format et une esthétique un peu plus classique au cœur de l'animation japonaise, pour un moment tout de même très prenant et fun qui divertit extrêmement bien du début à la fin, pour une épopée cinématographique qui fonctionne, qui passionne, mais qui peut-être parle un petit peu trop, il faut bien l'avouer. Tout cela étant parfaitement mis en relief et bien aidé par un casting français et original extrêmement bon, Ayumu Murasa portant à merveille le héros Hinata, très bien doublé également en français par le très bon Michael Maino, déjà présent dans le doublage de la série et offrant une performance à la hauteur de ce jeune héros. Un bon film bien enjoué et surtout très divertissant. Le portrait d'une femme dans un cinéma carnivore. C'est vendeur, non ? Là est l'idée de départ d'un projet de cinéma cherchant à explorer les racines d'un 7e art qui détruit, d'un 7e art qui dévore ses artisans et qui ne cherche pas à les porter mais au contraire à les rendre dépendants avant de les bouffer et de ne pas chercher à les aider plus que cela à se relever. Jessica Pallu, au travers du portrait qu'est Maria, actrice principale du film de Dernier Tango à Paris, veut parler de cette idée, assez simple évidemment, mais plutôt dans l'air et la logique du temps, de montrer que les femmes sont parfois complètement détruites par le cinéma, la cinéaste prenant comme base l'histoire de Maria Schneider, pour évoquer finalement bien plus que simplement l'histoire d'une femme violée par le cinéma, mais plus ouvertement l'histoire des femmes rendues victimes par le 7e art, par le biais d'une aventure cinématographique pas toujours très subtile, mais tout de même très marquante. Notamment par la présence hypnotique à l'écran de Anna Maria Bartolomei, qui donne lieu à une prestation subtile et élégante, qui rend magnifiquement justice à celle qu'elle porte, pour un moment de 7e art qui marche tout de même grâce à sa présence. Un terrifiant chemin de croix, tout de même très captivant pour le spectateur. Et une nouvelle aventure pour le plus petit des détectives du monde. Comme chaque année maintenant depuis 2021, nous avons le plaisir de retrouver dans les salles le personnage de Gosho Aoyama, le temps d'une petite épopée haute en couleurs et en action, pour notre plus grand plaisir de spectateurs ou d'amateurs de ce personnage désormais culte de la pop culture. Shika Nagaoka revient donc 3 ans après The Scarlet Bullet avec l'étoile à $1 million. Nouvelle aventure de détective Conan pour une épopée souffrant un peu comme c'est le cas depuis l'année dernière, de cette même sensation que l'explicatif devient plus important que l'action à l'état pur, présent justement dans la précédente incursion du réalisateur, mais cela donne tout de même lieu à une enquête trépidante et haletante qui gère extrêmement bien son rythme de bout en bout et qui, une nouvelle fois, nous offre un climax magnifiquement mené par le cinéaste. Ajoutons que, comme toujours, les doublages sont particulièrement bons. Ici, Minami Takayama reprenant une nouvelle fois le rôle de Conan avec charisme et prestance, accompagné d'un doublage secondaire, toujours aussi impressionnant qui donne du caractère à ce métrage. Une petite aventure certes, mais une bonne quand même. Il est parfois très doux de jouer avec l'amour. De faire en sorte que deux personnages se rencontrent, s'apprivoisent, se comprennent et se découvrent pour finalement peut-être se découvrir, s'apprécier et peut-être même s'aimer, le temps d'une œuvre de cinéma plus ou moins surprenante, mais cherchant surtout à nous emporter dans un voyage. Emmanuel Beloratsky a cherché certainement à construire cela au cœur de Elle et lui et le reste du monde, qui se serait rêvé comme une belle et intense fresque sur les déboires de l'amour, mais qui ressemble plus à un long calvaire pour son héros, et donc à une longue et peu palpitante plongée dans l'excursion romantique d'un jeune homme qui est beaucoup trop vague pour sonner comme attrayante et pas assez creusée émotionnellement pour réussir à sonner comme plus, qu'un bon concept de court-métrage, mais qui a du mal à tenir la longueur sur un format plus long. Après, il faut bien avouer que le duo formé par Galatea Belugi
Lopez et Victor Belmondo fonctionnent assez bien, les deux acteurs arrivant à joliment porter leur personnage sans forcément surprendre plus que cela le spectateur qui connaît un petit peu le jeu de ceux-ci. Un voyage beaucoup trop long pour étonner et convaincre, mais qui reste largement supportable. Suivre une icône est toujours passionnant. Que ce soit juste dans son quotidien, que ce soit plus radicalement dans un fragment de sa vie, mais une chose est sûre, une icône passionne, entraîne avec lui un besoin d'en savoir plus, à la fois pour le comprendre, mais également pour mieux cerner ce qui fait qu'elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui. Asif Kapadia et Joe Sabia ont décidé de suivre la légende du tennis qu'est Roger Federer durant ces 12 derniers jours, comme l'évoque si bien son titre, pour un portrait assez classique autour de cette icône du tennis mondial, mais qui sonne comme assez immersif et intense dans sa manière de se dérouler et dans la courtesse de son temps cinématographique pour donner lieu à une jolie réflexion et mise en perspective de la carrière de cet homme unique en son genre, le temps d'un moment de cinéma intense et prenant qui nous tient tout de même bien en haleine et en émotion. Et cela, les deux auteurs le doivent à l'ouverture totale que leur offre Federer face à leur caméra, le temps d'un entretien assez passionnant, entouré bien évidemment d'autres légendes du tennis qui viennent donner leur point de vue sur la retraite de ce personnage à part entière. Si ce n'est pas nouveau dans son genre, c'est particulièrement ludique et instructif comme film. Et le voilà, le bon actionneur sans saveur du mois. Eh oui. Et forcément, comme c'est un peu le cas à chaque fois, il vient directement de la fameuse plateforme avec le N symbolique qui pourrait tout aussi bien sonner comme nul que simplement comme navrant, tant on sait maintenant à chaque fois que même s'il peut y avoir une petite idée sympa à la base, il n'y a pas grand chose de plus que cela à se mettre sous la dent. Mouli Souria ne cherche jamais à étonner ou simplement à donner un peu de cachet à ce projet, Riposte, qui sonne vraiment comme tout ce que Netflix semble vouloir faire de ses stars d'action, soit des longs métrages extrêmement basiques et sans la moindre surprise, qui arrivent tout de même à nous tenir en haleine au début, avant de sombrer très rapidement et facilement dans le cliché et le grotesque le plus pur, comme c'est clairement le cas ici d'une œuvre sans réel engagement avec le spectateur, si c'est cette impression de ne pas vouloir raconter grand chose. Et même si cela pouvait sonner comme amusant au début de revoir Jessica Alba en tête d'affiche d'un film, sa place au cœur du long métrage prend tellement la forme d'une blague pas très subtile que cela donne lieu à une interprétation bien triste et bien terne. Sans surprise, c'est assez mauvais, et en plus c'est pas très divertissant. Sur le papier, on va pas se mentir, ça donnait pas du tout envie tout cela. Disons que dans le genre, là, ça ressemble clairement un peu à tout ce que l'on pourrait imaginer de clichés et de ternes en termes de cinéma français, que ce soit la thématique de la famille, que ce soit la forme du long métrage cherchant à s'inspirer du cinéma américain, mais sans le transcender, ou même le choix des acteurs principaux. Laurence Arnay passe donc à la mise en scène avec la famille Hendrix. Le temps d'une comédie qui sonne comme assez amusante au début, quoique particulièrement convenue et cliché dans son genre, mais qui rapidement sonne comme assez facile et qui ne cherche pas surtout à surprendre le spectateur, s'embarquant dans une batterie de stéréotypes et surtout de situations téléphonées qui ne donnent aucune profondeur au parcours des personnages et donnent même la sensation que ceux-ci ne progressent pas au fur et à mesure que le récit avance. Et si en soi le casting jeune emmené par Fernand Redoulou et Johan Renard fonctionne bien, la présence d'Arnay et de Boone ne parvient pas à donner une crédibilité complète aux deux héros, marchant un peu au début, mais sombrant rapidement dans une forme de facilité qui ne convainc pas du tout. C'est un archétype un peu triste finalement de ce qu'on peut résumer comme la fausse bonne idée. Et voilà, encore une fois nous avons fini notre petit voyage dans les quelques sorties du mois de juin. Il en manque quand même, je dois le reconnaître. Bravo à vous si vous êtes tout de même resté jusqu'à la fin, parce que tout de même ça n'est pas rien. Et d'ici là, je vous dis au mois prochain, parce que comme d'habitude, nous allons parler de films, et ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.